Une autre médecine est possible hors des big pharma, des grands labos, du capitalisme et de la chimie. Pourtant, le système veut nous faire croire le contraire. Patrick Martini est une figure défendant une médecine alternative, axée sur les plantes, la nutrition et l'intelligence du corps. Il démontre que la médecine naturelle a de beaux jours devant elle. Est-il possible de soigner efficacement sans les produits pharmaceutiques industriels ? Comment les grands labos, avec le soutien du système, entravent-ils l'activité de figures comme Patrick Martini ? Les grands laboratoires agissent-ils comme une mafia ? À ces questions répondra Patrick Martini, spécialisé dans les produits naturels pour la santé et le bien-être. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de médecine naturelle face au Big Pharma, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Est-ce que Big Pharma la sponsorise ? C'est possible, je pose la question, je ne suis pas sûr, mais c'est possible. Donc nous le ferons à sa place avec Patrick Martini, qui est ici présent et que vous connaissez, vous l'avez vu en juillet, mais avant ça, n'oubliez pas, adhérez au club Géopolitique Profonde. Sylvain Ferreira, Laurent Ozon, Jean-Michel Vernochet et tous ceux que vous adorez, ils sont présents, ils font partie du club. Donc vous cliquez sur le lien ci-dessous. 7 jours d'essai gratuits. Alors je suis avec Patrick Martini, cher Patrick, il est venu avec tous ses produits, là. Il vient avec tous ses produits de Marseille. Il vient là, c'est normal, les Marseillais, ils sont quand même sympas, donc ils viennent avec ce qu'il faut. Donc, cher Patrick, ça fait la deuxième fois qu'on est ensemble, qu'on fait cette émission. La médecine naturelle, en complément, bien entendu, faut pas, tous ceux qui nous regardent, tout ce que le médecin vous donne, ne jetez pas à la poubelle, c'est en complément. Justement, pourquoi cette médecine naturelle et depuis quand existe-t-elle ? Depuis toujours. La médecine naturelle a toujours existé. Je veux dire, depuis l'existence des sorciers et des sorcières qui faisaient des onguents et des boissons à base de plantes mélangées à de la bave de crapaud que j'utilise plus dans mes produits. Pas de bave de crapaud. Non, surtout pas. Ça fait longtemps qu'on n'utilise plus la bave de crapaud. Chez nous, ça fait 15 jours. Et non. Mais c'est vrai que cette médecine naturelle a toujours existé. Et c'est aussi une médecine du bon sens. C'est-à-dire que, on est malade, on essaye de voir qu'est-ce que c'est qui va améliorer notre situation, mais de manière systémique. En fait, aujourd'hui, on essaye d'opposer la médecine avec la médecine naturelle. Mais en fait, je pense qu'au final, tout va converger vers ce qu'on appelle la médecine fonctionnelle. Parce que c'est vrai que je me casse la jambe, je vais pas mettre un onguent dessus. Je vais aller à l'hôpital et voir un peu comment on peut me rafistoler. Donc la médecine allopathique a vraiment fait de très très grands progrès, surtout la chirurgie. Et par contre, pour tout ce qui est maladie sociétale, c'est vrai que la médecine naturelle, l'utilisation de plantes qui n'ont pas d'effet secondaire, effectivement, a énormément cher Patrick, d'avantages. Comment se sentent aujourd'hui les Français ? Est-ce qu'ils sont en meilleure santé aujourd'hui en 2025 qu'ils n'ont pu l'être il y a 10, 15, 20 ans ?
Tout dépend de ce qu'on mesure. Si on mesure, par exemple, l'obésité, c'est clair qu'on est beaucoup moins qu'il y a 20 ans. Si on mesure ça par rapport au cancer et au nombre de cancers, on peut dire qu'on est en moins bonne santé. Par contre, en face, on va nous dire, effectivement, oui, mais on le soigne mieux. Hein, enfin, bon. Donc, non, les gens sont en moins bonne santé aujourd'hui qu'ils n'étaient il y a 20 ans. Alors, chaque fois, on nous oppose aussi, on va dire, la durée de vie. Mais c'est vrai que la durée de vie, c'est sympathique. Cela dit, aux États-Unis, elle a diminué. Hein, l'espérance de vie a diminué d'un an et demi. Parce qu'à la durée de vie en bonne santé. Mais la durée de vie en bonne santé, c'est le véritable paramètre. Ouais, parce qu'aujourd'hui, il y a entre 15 et 20 ans entre l'espérance de vie et la durée de vie en bonne santé. Alors, on va continuer à en parler, mais avant ça, je vais présenter la sublime, la magnifique Laurence Wauquiez de Nexus. Comment tu vas, chère Laurence ? Écoute, ça va bien. Toi, tu es très aussi médecine naturelle. Oh bah oui, et puis aussi, dès qu'il y a on a mal à la tête, c'est pas peut-être à tout de suite prendre un cachet, hein, peut-être. Et qu'est-ce que tu fais quand tu as mal à la tête, justement, tiens ? Je bois de l'eau. Est-ce que ce mal de tête, il est aussi parce que j'ai mal dormi, pas assez dormi ? Donc là, je prévois le sommeil. Le sommeil est un bon médicament quand même, fondamental, en plus de l'alimentation. Moi, j'aime bien l'alimentation naturelle, donc de toute façon. Tu auras pas mal de choses à dire. Voilà. Laurence de Nexus. D'ailleurs, je salue les amis de Nexus. Le 5 septembre au soir, soirée Nexus. Hein, et ça va être très sympa pour le coup. Voilà, alors mais c'est complet. Ouais, c'est complet. Je crois qu'il y a 800 personnes, un truc comme ça. Oui, alors la salle prenait une jauge de 900, je crois. Bon, alors c'est complet. Donc vendredi 5 septembre au soir, soirée Nexus. Je le rappelle. C'est très intéressant ce qu'elle dit parce qu'en fait, dorénavant, les gens, voilà, ils ont mal à la tête, ils cherchent pas à savoir pourquoi. Ils prennent des cachets, aspirine, etc. Ça, faut pas le faire. Enfin, c'est pas qu'il faut pas le faire, c'est que c'est difficile de dire de ne pas faire quelque chose quand quelqu'un a mal. Hein, s'il a mal à la tête, ils veulent prendre un cachet, mais c'est vrai qu'il faut se poser la question. Il faut se poser la question de la cause de cette problématique pour l'éradiquer à jamais. Peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le stress, par exemple, et surtout un stress qui est souvent infondé, c'est ce qui va être le plus grand tueur aujourd'hui et le plus grand générateur de maladies. Pourquoi tueur le stress ? Parce que la réaction hormonale de stress, c'est quelque chose qui est fait quand on est poursuivi par un lion. Hein. C'est pas quelque chose qu'on doit expérimenter toutes les 5 minutes parce qu'on est en retard, parce qu'il y a un feu rouge, parce qu'il y a quelqu'un qui crie, Donc on utilise à outrance cette réaction hormonale de stress, qui est une énergie surrénalienne, pour être un petit peu plus technique, qui fait qu'effectivement, il y a un prix à payer. Généralement, le prix à payer dans la réaction hormonale de stress, c'est que, effectivement, on va avoir plus d'énergie dans les muscles, donc on va pouvoir courir plus vite, sauter plus haut et monter plus vite à un arbre, mais ça va prendre l'énergie d'autres organes. Donc ça va arrêter, par exemple, la filtration par les reins, ça va arrêter le système immunitaire. C'est logique, parce qu'on ne va pas lutter contre la grippe si on est poursuivi par un lion. Donc on va arrêter cette dépense énergétique. Ça va arrêter la vascularisation dans le cerveau, ça va créer ce qu'on appelle l'hypervigilance, parce que on n'a pas besoin de griller de l'énergie dans le cerveau quand on est poursuivi par un lion. Mais justement, le stress, c'est quasiment imposé par les sociétés modernes. Oui, tout à fait. C'est imposé, mais la santé de demain sera avec les gens qui pourront gérer le stress et gérer leur stress. Mettre les choses vraiment à la bonne importance, mettre le curseur où il faut. Ouais, mais la société impose le stress. Oui. J'imagine que derrière, les grands laboratoires, ils vont dire non mais nous on a le remède contre le stress. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont venir avec leurs petites pastilles, leurs petits trucs là, leur machin à boire, à manger, à se les anxiolytiques. Voilà la solution et ils vont prendre des milliards grâce à ça. Ils prennent déjà quoi. Oui, mais bon, c'est vrai que c'est la solution chimique, c'est une solution symptomatique, ça enlève le symptôme. Mais ce n'est pas pour autant que ça va enlever la cause, c'est toujours le même problème. Aujourd'hui, on est dans une société qui va stigmatiser les réactions hormonales de stress. Donc, effectivement, c'est à nous, les homo sapiens, à prendre du recul par rapport à ça.
Moi, je suis dans un petit village dans la montagne. Bon, le stress, bon, ils ne regardent pas trop la télé. Enfin, ils ont l'impression que ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas ce qui se passe dans les montagnes. Quoi, le stress, c'est quoi? C'est une maladie de citadin, essentiellement? Je pense que tout est fait vraiment pour stigmatiser le stress, parce que dans une grande ville, on est bloqué dans les embouteillages, tout le monde va mettre les enfants ou va prendre les enfants à la même heure. En plus, c'est les sorties de bureau en même temps. Tout est fait. Les vacances sont prises en même temps. Tout est fait pour être stressant. Le prix augmente. Tout est fait. Mais alors, du coup, même si c'est un complément, tout ça, même si tout ça c'est un complément, ce complément, je veux dire, ceux qui se sentent stressés et qui viennent vous voir, ils seront plus obligés de prendre d'antidépresseurs et d'autres cachets. Là, ce n'est plus un complément, du coup. Non, c'est que on va travailler sur la cause. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire en sorte de travailler sur ce qui les stresse et faire en sorte d'en diminuer l'importance. En fait, c'est vachement intéressant chez l'Homo sapiens. L'Homo sapiens peut générer entre 40 et 60 000 pensées. Bon. Mais le problème, c'est que chez l'Homo sapiens moyen, 95% de ses pensées sont les mêmes que celles de l'abeille. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de rumination. Il y a toujours les mêmes trucs qui tournent dans la tête des gens. Et ce que les sciences humaines ont démontré, avec des études scientifiques, c'est que 80% de ces pensées étaient négatives et que 97% de ces pensées négatives étaient totalement infondées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cerveau, il ne faut pas oublier que le cerveau, c'est un petit truc qui pèse 2 kilos, mais qui génère plus de 20% des déchets du corps. Donc on surutilise quelque chose qui va produire énormément de déchets et qui va polluer le corps d'une manière incroyable. Et c'est cette pollution du corps qui rend les gens malades et qui crée des maladies sociétales. Mais si on dit aux gens, vous n'avez pas besoin d'antidépresseurs, vous pouvez naturellement travailler sur les causes. Donc du coup, il y a toute une industrie pharmaceutique qui doit se dire, mais qui c'est ce gars-là? Il est en train de nous prendre nos clients, si je puis dire. C'est toujours le dilemme entre un système de santé qui est basé sur la maladie et puis un système de santé qui est basé sur la santé, quoi. Donc on oppose vraiment un petit peu les deux. C'est vrai que dans l'allopathie, on va vivre de la maladie. On espère que les gens soient malades. D'ailleurs, c'est quoi le dicton? Je ne sais plus. Le knock. Alors oui, knock, c'est quoi? C'est un malade qui s'ignore. C'est un malade qui s'ignore. Tout, Et tout bien portant, tout bien portant est un malade qui s'ignore. Voilà, c'est ça, est un malade qui s'ignore. Louis Jouvet disait ça. Oui. Alors, il y a aussi un autre dicton qui dit que, en fait, tout patient guéri est un client perdu. Mais donc du coup, même si vous dites, oui, voilà, je viens en complément, en effet, sur certaines choses, mais pas sur tout. Par exemple, sur ce stress, vous venez pas en complément, vous venez comme une forme je ne vais pas dire guérisseur, mais en tout cas, dans une forme de guérison principale. Alors, il faut remettre les choses dans leur... Allez-y. Parce que c'est vrai que quand il y a quelqu'un qui est complètement déprimé et qui est au bord du suicide, c'est vrai que c'est très très bien d'utiliser des produits, des anxiolytiques, des antidépresseurs. C'est vraiment la béquille qu'il faut. Mais c'est le problème de la béquille. Quelqu'un qui s'est cassé la jambe, est-ce qu'il va garder sa béquille toute sa vie? Non. Donc il y a des systèmes et la médecine, on va dire, naturelle, qui va utiliser des produits naturels, va plutôt remuscler la jambe de manière à quitter la béquille. Je pense qu'il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. Une médecine allopathique, c'est une médecine d'urgence et qui est très très efficace. On ne peut pas dire, mais c'est vrai qu'on prend un benzo, c'est clair qu'on est beaucoup plus calme, quoi. Donc c'est vrai qu'on arrive à calmer les gens comme ça. Mais il y a un travail de fond à faire de manière à ce que, effectivement, on élimine la cause. Ou enfin, on est plus calme, certes, mais on est peut-être un peu endormi. Ah oui, mais là, on a le casque. Alors c'est sûr que si je suis pas bien et qu'on me donne des cachets juste pour dormir, je vais dormir, ça c'est sûr. Ouais. Mais je suis pas la belle au bois dormant, quoi. Quoique, je pense. C'est peut-être pas le même sommeil. Non, voilà, c'est pas... C'est pas le même sommeil. Il y a des maladies, en effet, il y a nombre de maladies où, en effet, on a besoin de ces gens, je ne dis pas, oui. Mais pour des maladies ce qu'on appelle de tous les jours, le stress, des choses comme ça, je pense qu'on peut s'en passer. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il y a ça, mais il y a aussi la notion de temps.
c'est-à-dire de prendre le temps de s'écouter. Donc là, on va pouvoir décider d'un remède, je ne sais pas si on peut le terme, qui va être approprié. La solution du cachet que l'on prend rapidement, c'est parce qu'on n'a pas le temps aussi, c'est qu'on est précipité et tout. Et puis, il y a cette idée aussi de perdre, d'être maître de son corps. En réalité, d'être le maître du jeu. Quand tu prends une plante, peut-être ça va peut-être pas marcher, mais au moins c'est toi qui décides. Alors que sur la médecine allopathique, alors après il y a les principes d'automédication, ça c'est encore autre chose, mais d'ailleurs ça peut être un problème, mais on peut comprendre la notion de décider de ce qu'on va prendre. Tu prends ton benzo, moi j'ai jamais pris ça, donc je sais pas ce que ça fait, mais c'est pas toi qui décides du tout, quoi. Tu es passif, tu es toujours dans un truc, tu prends un cachet, paf, c'est le cachet qui agit, c'est pas toi qui agis. Et puis on peut devenir dépendant. Alors, le stress aussi, ce qui est intéressant, parce que le stress, donc justement, qui est extraordinaire, mais aussi l'adrénaline, on est aussi dans un système de dépendance. C'est qu'à un moment donné, l'adrénaline qui va t'exciter, qui va te mettre presque joyeux, qui va te donner plein d'énergie, tu as besoin de plus en plus de stress pour avoir ce même taux d'adrénaline. Donc après, tu arrives, ton corps est complètement épuisé. Donc il y a ce même système d'addiction aussi que le corps connaît bien, et qu'effectivement, il s'agit de décompresser, décompenser. On est dans une société effectivement qui va stimuler l'adrénaline à fond. De toute façon, les écrans partout, la stimulation en fait va créer cette énergie surrénalienne qui est l'adrénaline, enfin entre autres. Mais c'est vrai que on va toujours tenter de stimuler ça. Regardez les films. J'ai regardé il n'y a pas longtemps avec mon fils Tarzan de Johnny Weissmuller. Un film d'il y a quasiment un siècle. Donc, on regardait ça. Moi, quand j'étais enfant, je me régalais. Ouais. Et puis là, on se disait, mais ça va à deux à C'est l'heure, mou. hein. Ça a vieilli, ouais, c'est un peu vieilli. Ça a un peu vieilli, mais c'est parce que c'est mou. On a l'habitude de bim, bam, boum, que ça saute de tous les côtés. Là, c'était quand même très lent. Mais pourtant, à l'époque, ça nous paraissait... c'est vraiment qu'une question de référence. Peut-être qu'aujourd'hui, on est enclin et je pense qu'on est drogué à l'adrénaline. On est drogué à la stimulation extrinsèque de l'adrénaline par des Et donc, cette adrénaline, qu'est-ce qu'elle provoque? Une réaction hormonale de stress. Que le stress? Enfin, c'est une réaction hormonale qui vient de glandes qui s'appellent les surrénales. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer de déplacer cette énergie de nos organes vers les muscles pour pouvoir courir plus vite. Et c'est ça qui fait que quand on a l'adrénaline, un shoot d'adrénaline, hop, on se remet en marche parce que ça agit sur les muscles. Il y a aussi une maladie que je remarque qui est très généralisée et qui est dévastatrice, c'est l'hypertension. C'est vraiment, parce qu'on est, adrénaline, hypertension. C'est ça. Et ça, on en parle très peu. Pour le coup, on en parle très très peu dans les grands médias, mais l'hypertension tue de manière significative. Ah ben oui, mais au niveau vasculaire, c'est clair qu'il y a de très 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 gros problèmes. Mais c'est assez incroyable que, quand on a une vie un petit peu plus reculée, on a beaucoup moins de problèmes de tension. Nous, on travaille énormément là-dessus. Je travaille beaucoup en soins sur l'hypertension et le réglage de certaines personnes. C'est vrai que beaucoup de gens, énormément de mes clients, en fait, prennent un hypotenseur. Énormément. Énormément. Et ça, j'imagine que l'hypotenseur de ces labos, j'imagine que ça représente des dizaines de milliards d'euros. C'est des dizaines de milliards d'euros. Et ça vient vraiment d'une méconnaissance, en fait, de ce qu'on appelle la variabilité cardiaque, qui est vraiment quelque chose qui dépend de problèmes émotionnels. C'est vraiment les émotions qui vont dicter un petit peu le rythme cardiaque. C'est des données, en fait en anglais on appelle ça Heart Rate Variability, le HRV, qui est une donnée mesurée aujourd'hui et qui est... il y a un institut de recherche avec qui je travaille très très souvent qui s'appelle HeartMath, en Californie, qui a vraiment montré que c'est cette variabilité cardiaque qui est très néfaste pour la santé. Et cette variabilité est bien trop haute quand on est dans
dans la dépression, dans la haine, la jalousie, dans certaines réactions émotionnelles fortes. Alors que quand on est dans l'amour, la joie, la gratitude, on a une variabilité qui est très très faible. C'est-à-dire que le cœur, il bat bim, 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 toujours au même rythme. Et bien ça donne un signal au cerveau que tout va bien. Et comment on a cette hypertension? Est-ce que c'est par la nourriture, par la vie, par le stress? Est-ce que tout ça est lié? Et est-ce que, deuxième chose, est-ce que les médicaments des grands labos, eh bien, ils sont efficaces? Alors, ça, c'est une question compliquée. Mike, c'est pas facile de répondre à une question comme ça. Je vais dire qu'aujourd'hui, il y a à la Cour des comptes, c'est vrai qu'ils ont fait une étude qui montre que, par exemple, la plupart des médicaments étaient pas efficaces à partir du moment où il y en avait plus de 3 prescrits. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus d'interactions médicamenteuses. Donc aujourd'hui, on peut trouver des gens qui ont, je sais pas, qui prennent 4, 5, 6, 7, 12 médicaments par jour. Pour l'hypertension? Non, pour tout ce qu'ils ont. Pour parce tout, que d'accord. Comme ils ont un petit problème, ils ont une petite alerte cardiaque, ils ont un petit problème d'hypertension. Ah oui, mais ils ne digèrent pas bien, donc il faut prendre un IPP. Ah ouais, mais il y a 2 produits pour la tension. Normalement, souvent il y en a 2. Enfin bref, à la fin, on se retrouve avec quand même beaucoup de médicaments. Et la Cour des comptes a vraiment dit que c'est vrai que c'est un petit peu n'importe quoi de donner plus de 3 ou 4 médicaments par personne, quoi. Et puis en plus, derrière, il y a la sécurité sociale, j'imagine, non, cher? Oui, mais il y a surtout aussi l'interaction, enfin, les effets secondaires, parce que parfois tu as un médicament, puis après tu as l'autre médicament qui est censé combattre l'effet secondaire du premier médicament, etc., etc. Et puis surtout le corps dont la chimie chante complètement, quoi. C'est-à-dire qu'après, comment on soigne un corps qui a été complètement dénaturé? C'est ça, c'est tous les problèmes de sevrage. Quand on a des molécules comme les benzodiazépines pour l'anxiété, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez complexe à éliminer. Du coup, certains médecins disent ah ben non, mais arrêtez le benzo, vous n'en avez plus besoin. Mais les gens se retrouvent totalement déprimés parce que justement, c'est addictif. On ne peut pas s'en séparer comme ça. On ne peut pas diminuer arrêter du jour au lendemain. On est obligé de passer par une cure de sevrage qui peut durer jusqu'à 3 mois. Mais j'imagine que les labos, ils font exprès pour que les... bon, moi je le dis, mais bon, ils sont pas là pour perdre de l'argent, ils sont là pour en gagner. Oui. Et donc, ils font tout pour que les gens soient habitués aux médicaments qu'ils vendent. Oui. On l'a vu avec les opiacés. Oui ou non? Oui, on l'a vu avec les opiacés. Vous avez vu sur Nexus, vous avez travaillé dessus. Vous avez travaillé d'ailleurs sur l'injection des aliments, enfin, en tout cas, l'injection des vaches, des bœufs, tout ça, quoi. L'idée, mais de toute façon, c'est effectivement de rendre dépendant. Mais alors, il y a la dépendance chimique, mais il y a aussi la dépendance psychologique. C'est-à-dire que, parce que bon, les émotions, c'est normal aussi d'avoir des émotions de colère, de tristesse et tout. Mais quand on sait les gérer, ça devient un tremplin pour agir. Mais quand on s'est déshabitué, on est toujours à avoir des éléphants roses, par exemple, si on peut supposer ça. S'il y a une tristesse, on ne sait plus se dire, tiens, cette tristesse, elle est normale, donc je vais en faire quelque chose, ou je vais comprendre ou je vais accepter, ou je vais aimer cette tristesse-là pour agir. Donc il y a une dépendance, il faut toujours être bien, toujours être joyeux, toujours être actif, toujours... non, mais ça, c'est pas possible, ça, c'est pas un humain, ça c'est un robot, c'est quelqu'un qui n'existe plus. Et de fait aussi, qui n'est plus spécifique, qui perd sa caractéristique, qui perd son instinct de vie. Clairement. Vous voulez ajouter quelque chose? C'est vrai que l'instinct de vie, c'est quelque chose de primordial, de primaire même. C'est pour ça que certaines choses qui nous remettent au présent, parce que le souci que j'ai, j'ai beaucoup de clients, c'est qu'ils se projettent sans arrêt sur le futur. Comment ça? Ils vivent pas l'instant présent. Ils sont toujours mais demain il va falloir faire ci, demain et peut-être que l'année prochaine. Et puis j'imagine qu'ils ont peur de l'avenir aussi. Ils ont énormément peur de l'avenir parce que on ne peut pas savoir ce qui va se passer demain. C'est vrai que l'inconnu reste inconnu. Et par rapport à nos grands-parents,
parce que nos grands-parents ne vivaient pas ce stress permanent. Puis ils avaient des métiers à vie, on va dire. On rentrait dans une entreprise, on était jeune, on sentait à la retraite, quoi. On restait toujours au même endroit, on n'avait pas les mêmes stress de transport et de ce côté éphémère, en fait. Et puis l'État les laissait un peu libres aussi. Ouais. Il n'y avait pas Madame Hidalgo qui regardait savoir si vous étiez bien garé, combien elle va vous prendre pour clôturer son budget, voilà ça. Oui, non, c'est sûr. Il n'y avait pas du tout la même pression. Mais c'est vrai que mettre une pression sur les gens au jour le jour, c'est quand même assez pratique pour justement les garder dans un état de sidération. Voilà, puis les dominer. Ah oui, complètement. Oui. Enfin, si j'étais à leur place, je ferais la même chose. Ah oui, vous êtes comme ça vous aussi. Oh Le mec qui se lâche, ça y est. Ben, c'est sûr qu'on peut mieux contrôler les gens comme ça. Hein. Ah ben oui, on les stresse et bam, voilà. Ils sont aux ordres, quoi. Mais c'est hallucinant. D'ailleurs, on le voit avec la crise sanitaire. On a l'impression qu'il y a eu, on va dire, une expérience de laboratoire sur les gens et qu'on a regardé comment les gens vont réagir. Enfin, tu l'as bien vu, hein, cher. Ah bah oui. Alors encore une fois, moi je pensais pas que ça marcherait si bien sur les gens. Je pensais pas que les gens rentreraient comme ça dans le rang avec cette peur. J'avais cette naïveté de croire aussi. Alors déjà, j'avais la naïveté de croire qu'on avait encore un gouvernement. Faut pas être naïf à propos de l'État. Bah si, c'est beau la naïveté. C'est aussi si tu es toujours sur la défensive justement. Après, tu obéis et tu prends des médicaments de Big Pharma. Mais bon, cette naïveté aussi de croire que les gens avaient conscience qu'ils étaient mortels et qu'à partir du moment où s'il y avait eu un virus létal tel qu'il nous était présenté avec les 500 000 morts qui étaient avancés, justement on se dit on va profiter de la vie. Si peut-être demain c'est fini, justement au contraire, profitons, vivons. Et j'ai vu l'inverse de gens où on est arrivé à l'idée qu'il fallait d'autant plus arrêter de vivre pour ne pas mourir. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire que même décider de prendre des choses qui pouvaient être mortelles, donc comme un produit en phase expérimentale, pour ne pas mourir, on est arrivé complètement à une contradiction incroyable, alors qu'effectivement le fait de savoir que tu es mortel, mon Dieu, mais tu vois la vie différemment, et effectivement là tu ne te laisses pas faire. Si ta vie est précieuse, tu ne sais pas combien de temps effectivement tu vas partir, mais au moins tu la chéris, ta vie. Et là, on avait... En tout cas, nous était présenté un virus létal, qu'on a découvert après qu'il ne l'était pas. Ouais, si létal que ça. Puisqu'il était létal, moi j'avais vu par rapport à l'étude qu'avait fait Vincent Pavant, de 0,01%. C'est ça. Et d'ailleurs, tiens, justement, dans cette période-là, lorsque les gens venaient vous voir, qu'est-ce que vous leur conseillez ? Nous, Enfin, vous n'êtes pas médecin, hein, je rappelle. Non, je ne suis pas médecin. Donc, je faisais confiance aux médecins. Hein. Voilà. On est tous un peu naïfs. Je ne vais pas critiquer Big Pharma, mais c'est vrai que je disais qu'il fallait stimuler justement le système immunitaire. Oui. Il y a plein de plantes extraordinaires pour ça. Donc, oui, c'est vrai qu'on a suivi énormément de gens pendant cette période de crise, et je pense qu'on a enlevé du stress à ces gens-là. Ouais. Encore une fois, le stress. Et regarde sur les défenses immunitaires. Non. Donc, les défenses immunitaires, c'est manger des produits frais. C'est sortir, c'est prendre le soleil, avoir des relations sociales. Tout l'inverse de ce que a été mis en place. C'est-à-dire que si on voulait te voler tes défenses immunitaires, tout était là. C'est vraiment tout l'inverse. C'est-à-dire que pour qu'un virus, si c'est comme ça que ça se produit, parce que ça encore, il faudrait réfléchir sur la notion de comment arrive la maladie et tout. Bon. Mais nos défenses immunitaires, de toute façon, étaient mises à genoux. C'était... bon, alors après, pourquoi ? Est-ce que ça avait été... Bon, je ne vais pas rentrer dans... Oui, c'est vrai que ça, il y a toute une histoire autour de ça. Le virus, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Oui. Justement, je pense que, peut-être, je peux le dire à la radio, c'est vrai que j'ai à la télé, pardon. J'ai une émission radio depuis 4 ans qui s'appelle Super Pouvoir sur Nutri Radio. Et là, en début d'année, dès le mois de septembre, je pense, on va faire toute une série d'émissions sur le virobiote. D'accord, qu'est-ce que c'est ? Le problème, c'est que il va se passer la même chose qu'avec les bactéries. Pasteur a dit « Ah, les bactéries, c'est mauvais, les bactéries sont tueuses. » Mais bon, il y a plus de bactéries dans notre corps que de cellules.
Donc c'est vrai que dès qu'on touche aux bactéries, on touche à notre santé. D'accord ? En fait, moi je considère notre microbiote intestinal, ou le microbiote en général, comme un organe. C'est un organe extra-humain, mais c'est un organe. En fait, c'est pareil pour les virus. On a 10 fois plus de bactéries dans notre corps que de cellules, mais on a 1000 fois plus de virus que de bactéries. Et la plupart sont bénéfiques. Ça s'appelle des phages ou des bactériophages. Et c'est vrai qu'on est en train de donner une étiquette aux virus tueurs, à tous les autres virus qui nous sauvent la vie quand même. Donc sans virus, on serait mort. C'est vrai que c'est des messagers hyper importants. C'est eux qui contrôlent la population bactérienne d'une certaine manière, en contrôlant justement peut-être des bactéries tueuses. Tu vois ce que je veux dire ? Donc il va falloir rétablir une certaine mais Pasteur vérité a quand même été un sacré imposteur. On peut le dire quand même. Oui, ça rime. Tu fais des rimes. Voilà. Ouais, oui, bien sûr, je fais des rimes. Parce que Pasteur, on l'a mis tout en haut, mais en réalité... C'était un chimiste, c'est ça ? Ouais, c'était un chimiste, voilà. C'était un chimiste, et puis c'est vrai qu'ils sont beaucoup opposés avec Béchamp, qui disait que le microbe n'est rien, mais c'est le terrain qui est tout. Oui. Et effectivement, il est en train de se passer la même chose avec les virus. On ne parle que des virus tueurs. Donc la peur. Mais pourquoi tout ça ? Parce qu'il faut faire peur. Il faut quoi ? Il faut vendre des produits ? Ah ben oui. C'est ça, il faut vendre des produits. Ah non, mais si on n'a pas peur, on n'achète rien. Oui, puis le virus, il est invisible. Donc on lui fait dire et on lui fait faire ce qu'on veut. Hein ? Oui. On a discuté tout à l'heure on a vu sur le Covid, quand tu es debout, il te touche, mais quand tu es assis, il ne te touche pas. Donc, C'est clair. Merci à vous deux. On va passer à la seconde partie, mais avant ça, les petites annonces. Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans ? De l'économie, de la politique, et bien sûr nos solutions financières, parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux. On va parler de médecine naturelle, voilà. On va vous montrer ce que c'est, mais avant ça, n'oubliez pas adhérer au club Géopolitique Profonde. Vous cliquez sur le lien ci-dessous pour être membre avec nos Jean-Michel Verdocher, les Laurent Ozon, Sylvain Ferrat, bien entendu, et tous les autres. Alors, cher Patrick, vous êtes venu avec des beaux produits. Qu'est-ce que c'est ces produits ? C'est des produits que je fais depuis 25 ans. Celui qui est le plus connu, ça vient quand même d'une recherche sur justement comment renforcer la résilience chez l'humain. Et c'était intéressant d'éliminer, on va dire, les stigmates d'un traumatisme pour pas qu'un choc traumatique soit changé en peur, mais plutôt qu'il soit changé en expérience. On parle encore de la peur, là. Bien sûr. Incroyable. Hein. Mais donc, c'est vrai que c'est un gel bio qui a été plébiscité comme gel de première urgence. Mais du coup, c'est vrai qu'on peut l'utiliser aussi bien quand on tombe à vélo, que quand on fait une marche en montagne, que quand on est piqué par un moustique ou quand on a un aft. Voilà. Tout est naturel. Ah oui, c'est 100% naturel. Et il est même sans danger si ingestion. Donc, on peut le mettre à n'importe quel âge. Non, c'est super. D'accord. Mais ça fait partie du travail en amont qu'on fait aussi en médecine naturelle, qui est plutôt basé quand même sur de la philosophie, essayer de comprendre comment on peut améliorer. Quel type de travail on fait en amont ? C'est-à-dire philosophie, qu'est-ce que vous voulez dire ? Par exemple, le Z-trauma, typiquement, c'était mes réflexions sur la résilience humaine. D'accord. C'est-à-dire comment renforcer la résilience humaine. La résilience, c'est un mot qui vient de la physique des solides, qui veut dire la capacité à absorber les chocs, et qui a été utilisé auprès des Homo sapiens en disant que effectivement, c'est la résilience humaine, c'est la capacité à absorber les chocs de la vie. Donc du coup, c'est vrai que quand on a un traumatisme mineur, une chute de vélo comme une foulure ou comme un problème quand on joue au foot ou qu'on se coupe en préparant une salade de tomates, effectivement, il va falloir
qu'on diminue ce traumatisme, qu'on trouve quelque chose qui nettoie, qui permet d'éliminer cette douleur. Parce que le trauma, ça aussi, c'est une maladie un peu moderne. Je salue d'ailleurs mon amie Marie-Estelle Dupont, psychologue, qui travaille beaucoup sur les traumas. Bah oui. C'est un mot qu'on entend de plus en plus. Les traumas, parce que visiblement, on a beaucoup nous-mêmes, peut-être des traumas, sur lesquels, et qui nous procurent du mal, et du coup, qui fait qu'on n'ose pas certaines choses, que peut-être qu'on ne se sent pas bien sur d'autres choses, et donc, du coup, qui provoque peut-être certains maux. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, ça va jusqu'aux phobies. Donc, ça va n'importe quelle phobie sociale aussi. C'est-à-dire, ça crée des peurs qui s'auto-alimentent. Donc, tu n'as plus du tout le contrôle sur la situation. Et si tu veux quand même affronter cette phobie, moi j'ai fait des attaques de panique, donc je sais par rapport à ça. C'est ton corps qui décide. Il est dans une alerte, mais c'est aussi pour la phobie sociale ou toute manifestation qui t'empêche d'exister, mais qui finit par devenir presque un deuxième toi. Donc, c'est très difficile d'en sortir une fois que tu es rentré dans cet engrenage-là, c'est-à-dire que tu as perdu qui tu étais tellement tu deviens ta phobie. Et puis j'imagine, quand tu as phobie, trauma, etc., peut-être que tu vas aller chez le psychiatre, il va te dire monsieur, madame, voici caché machin. Alors, et voilà, c'est ça en fait. Ça dépend déjà. Alors psychiatre, donc avec une formation médicale. Si tu vas chez un psy, c'est encore différent ou un psychanalyste. Je parle de psychiatre. Voilà, on va parler de psychiatre aussi, mais enfin maintenant les psychiatres aussi sont aussi psychologues. Parfois ils ont la deux ou voire psychanalystes. Ça dépend aussi comment la personne prend ça. Soit elle veut aller vite et puis elle va donner un cachet parce que soit elle va prendre le temps. Alors est-ce qu'elle a le temps pour écouter et voir ce qui se passe. Faut voir aussi que le patient, il est là, il veut la solution tout de suite, quand il souffre, quand il ne peut plus sortir et tout, alors que la solution, elle va être une réadaptation, une reprise de soi progressive, en acceptant aussi qu'il y a des rechutes. Donc c'est vrai que ce genre de produit peut aussi permettre de gérer les rechutes possibles. C'est vrai que là aussi, cette phobie, des phobies entraînent un stress important et des angoisses. Donc ça va être lié à des productions hormonales dans le corps. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de thérapies qui sont naturelles, qui utilisent par exemple le corps. Et on fait des thérapies où on crie, où on tape, où la relaxation aussi. On se libère. Il y a aussi... la relaxation. Il y a plein de thérapies aujourd'hui qui n'utilisent pas un cachet et qui sont extrêmement efficaces. En fait, c'est ça qui est magnifique, c'est quand tu peux prendre des médecines naturelles et aussi la relaxation, le cri, etc. C'est que moi, l'expérience que j'avais eue par rapport aux attaques de panique était quand même très problématique, c'est-à-dire que je ne pouvais même plus sortir. Mais toi, justement, qu'est-ce que tu as fait pour t'en sortir ? Moi, j'ai fait de la relaxation et de la respiration. Mais est-ce que tu es allé chez un médecin ? Alors, j'étais chez un médecin parce qu'au début, je me demandais si j'avais pas autre chose au niveau organique. Et qu'est-ce qu'il t'a dit, ce médecin ? Il m'a prescrit de l'euphytose. Voilà, tu vois, c'est ce que je te dis. Alors, le phytose, c'est pas tout à fait... Mais enfin, bon, quand même, ça ne sert strictement à rien. C'est quoi le phytose ? Tiens, décris-nous ça. C'est un truc avec 12 vitamines, je crois, des plantes, etc. Donc, c'est vendu, je sais plus, c'est quel laboratoire, Roche, ou je ne sais plus exactement. En fait, ça ne fonctionne pas. Et puis, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as pu être maître et décider après de te soigner, et puis après, en espérant être guéri, cette expérience qui était quand même très négative, d'une attaque de panique qui a duré un certain temps, aujourd'hui, j'en fais une occasion. Je suis très, très heureuse d'avoir vécu ça parce que ça m'a appris énormément. Ça m'a appris donc la relaxation, à travailler ça m'a appris la nécessité du travail de la respiration, ça m'a appris aussi à voir autrement mon environnement. Donc, quand c'est fait comme ça, ce qui a été un problème, une maladie, quand même, c'est une maladie, d'un seul coup devient une opportunité. Et peut-être l'alimentation aussi. Et l'alimentation aussi, mais ça, il faut travailler sur plein de choses, c'est vrai. Donc un problème devient une solution, ou en tout cas l'occasion d'apprendre, l'occasion de découvrir quelque chose d'autre dans sa vie. Des gens qui ont ce type de traumatisme, qui sont ce type de pathologie, si je puis dire, est-ce qu'il y a beaucoup parmi vos patients, vos clients,
Ouais, je dis client, pas que je dise patient. Parce que voilà, Oui. là aussi encore une connerie, pour dire les choses. Ah oui. C'est une connerie pas dire réglementaire. patient, mais voilà, voilà, il faut dire client. expliquez bien, parce que pour les gens qui ne savent pas. C'est qu'aujourd'hui, on est au niveau sémantique, on est très très contrôlé, notamment dans la naturopathie. Donc on ne peut pas dire le mot patient, on est obligé de dire le mot client. On ne peut pas utiliser le mot guérir. Et c'est pour ça que je guéris absolument rien. Voilà, vous ne guérissez pas. Voilà, on stimule l'auto-guérison, ça on a le droit de le dire, par exemple. Donc c'est vrai que nous, enfin, je ne vais pas dire qu'on nous embête, mais en tout cas, il y a des règles sémantiques qui sont appliquées. Et, C'est quand même embêtant parce que dire de quelqu'un qui est pas bien, qui va chercher une aide, que c'est un client, oui. ce n'est pas la même chose que de dire que c'est un patient. Voilà, Bon, un client, c'est pas pareil. Ouais. Non, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Donc, même dans sa tête, elle va dire ah, mais moi je suis un client, ça veut dire que je suis une sorte de vache à lait, etc. Et du coup, peut-être qu'il ne passera pas la porte de cabinets comme les vôtres, enfin de commerce, oui, je sais pas comment on dit, de commerce, c'est-à-dire, qui veut dire peut-être commerce. Ou alors je sais en tant que client, j'attends un résultat immédiat, Peut-être. j'ai payé, donc... Alors qu'il y avait un sketch des Inconnus, justement, où c'est vrai que le médecin, qui était joué par Didier Bourdon, je crois, chaque fois, au lieu de dire patient, il disait le client, le patient. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. oui. Donc c'est à l'opposé. Mais en tout cas, il y a aussi quelque chose au niveau de l'alimentation. Mais je vais vous dire une chose. qui- Je vais vous dire une chose. Si vous ne pouvez pas utiliser ce champ lexical, c'est parce que, évidemment, la loi ne le permet pas, mais si la loi ne le permet pas, c'est parce que derrière, il y a des boîtes de lobbying, d'affaires publiques, etc., qui disent aux députés, aux ministres, machin, bon, il y a des entreprises comme celle de M. Patrick Martini, les gens commencent à se détourner de nous pour aller chez monsieur, donc vous continuez à avoir ce champ lexical-là pour qu'il n'aille pas chez monsieur. C'est évident. Hein. Surtout que moi, je ne représente pas un gros danger. Hein, Oui, mais aujourd'hui. vous savez, Mais c'est vrai que c'est toujours trop. c'est toujours trop. En fait, l'idée, c'est d'associer quelqu'un qui donne une médecine qui n'est pas allopathique à du charlatanisme. Hein. Ben, évidemment, Ça, c'est facile. Ouais. évidemment. Ouais, c'est facile. Donc du coup, l'alimentation, dites-nous. Ce que je vois aussi, c'est que, par exemple, et c'est pas pour rien qu'en pharmacie, les plus grosses ventes sont des ventes de magnésium. Et en fait, on peut se poser la question, pourquoi le magnésium ? Et parce que, en fait, quand vous avez une réaction hormonale de stress, donc une réaction surrénalienne, eh bien, vous utilisez 100% de vos ressources en magnésium. Mais le magnésium, en fait, il est utilisé dans 300 à 600 réactions chimiques dans le corps. Pourquoi ? Parce que, en fait, le magnésium, on va l'avoir dans les feuilles, tout ce qui est légumes verts. Et on mange de moins en moins de légumes verts. En fait, toute la chlorophylle qui fait le vert en fait, des plantes est chargée de magnésium. On en mange de moins en moins. Donc, effectivement, dès qu'on a une réaction hormonale de stress qui vire 100% du magnésium, avant, on refaisait nos ressources assez facilement avec des légumes verts, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Et puis même aujourd'hui, si on en mange plein, Ouais. étant donné que les légumes, En Oui. Bah moins oui. de nutriments. ils ont moins de nutriments, donc là, ça revient au même, quoi, en fait. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, on en parlait un petit peu, mais c'est vrai que j'ai fait une étude sur Expliquez-nous, tiens. sur la dénutrition du bol alimentaire. Donc aujourd'hui, au bureau, j'ai un bouquin sur la composition des aliments, la table de composition des aliments de 1976. Et donc sur les poireaux, les carottes, tout ça, j'ai toutes les analyses. Mais quand on compare avec les chiffres d'aujourd'hui, sur tout ce qu'on regarde au niveau des nutriments, on est entre moins 20 et moins 60%. Moins 20 à moins 60%. Ouais. C'est énorme. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Oui, parce que donc c'est compliqué de dire que ta nourriture va être ta médecine. Oui, parce que c'est vrai qu'elle est dénutrie. Aujourd'hui, quand on regarde une tomate comme la tomate Eterna, qui est géniale, hein, parce que pour les supermarchés, elle peut rester 3 semaines à l'étalage sans pourrir. 3 semaines. Tiens, en parlant de tomates, je vais vous dire un truc, vous allez halluciner. Moi, j'habite Saint-Ouen, 93. Ouais. C'est pas non plus, voilà, j'habite pas Trocadéro, j'habite pas le 16e arrondissement. Je suis allé au Monoprix, il y a 2 semaines, m'acheter 1 kilo de tomates. Vous savez le prix d'1 kilo de tomates au Monoprix de Saint-Ouen, de Garibaldi, je donne l'adresse. Ouais, on vérifiera. Non ? Allez-y. 7 € le kilo.
Non mais Oui, mais c'est normal. 7 € le kilo. Ah bon, ah bah, putain, Mais 50 francs quoi. Qui paye 50 francs le kilo de tomate? Est-ce que tu sais le prix du kilo de graines de tomates? Non. Alors déjà, il n'y a plus que 4 compagnies qui vendent des graines dans le monde. Et un kilo de tomates, un kilo de graines de tomates, donc il y a 200 000 graines, coûte en moyenne 67 000 € le kilo. 67 000 € le kilo. Et on ne peut pas récupérer les graines après, parce que les tomates qui poussent de ces graines ne font pas des graines qui vont pouvoir germer. Oui, parce que normalement, en fait, tu coupais une tomate, tu mettais dans la terre et tu avais des nouvelles tomates. Maintenant, 67 000 €. C'est fou, hein. Et donc, c'est beaucoup plus important de passer ce qu'on appelle le crash test sur une tomate. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un test où on met une tomate à 2 mètres et on la fait tomber et on regarde si elle s'éclate au sol, si ça fait des bleus. Comme les voitures. Comme les bagnoles. Ouais. Et parce qu'il n'y a que ça qui est important pour les revendeurs, les supermarchés, c'est de rester sur l'étal le plus longtemps possible. Quand on met une tomate naturelle, évidemment, en 3-4 jours, elle commence à pourrir. Parce qu'elle est bonne à manger par les microbes. Mais donc ils vont l'attaquer parce que c'est la bonne nourriture. Mais sur l'Eterna, par exemple, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle l'Eterna, la tomate Eterna. Mais alors du coup, voilà, si le kilo de tomate c'est 7 €, si en plus on n'a pas les mêmes nutriments qu'il y a 20 ans, ne serait-ce que les légumes verts, les tomates, etc., est-ce que nous, Français, on va dire citadins de 2025, est-ce que nous sommes perpétuellement en carence ? Ben oui, la carence, c'est vraiment un des problèmes majeurs en fait. Sur les barrières physiologiques, on va dire, il y a les parasites, les carences, les toxines. Ça, c'est vraiment les barrières principales à la stimulation de l'auto-guérison, c'est clair. Tu vois, donc on nous crée le stress, on nous crée l'hypertension, et on nous crée les carences, et après t'as un mec avec sa blouse blanche, il va venir et dire ah ben tiens j'ai un produit chimique pour toi, c'est ça en gros. Bah voilà, je peux même te faire des piqûres si tu veux. Bon. C'est ça. Bah oui. Mais sauf que cette solution, elle crée d'autres problèmes. Voilà. Bah écoute, là, quand le dernier billet d'humeur que j'ai écrit, j'ai parlé des moustiques de Gates d'ailleurs. D'accord, de Bill Gates. Qui en envoie, on ne sait pas très bien. Ouais. D'ailleurs, on se demande s'il ne l'a pas envoyé aussi en France. Et alors, le problème, c'est que ces moustiques qu'il a fait ont créé une augmentation, je crois, au Brésil, de 300% de la dengue. Mais il a créé le vaccin contre la dengue. D'accord. C'est magique. C'est magique, hein. C'est hallucinant, quoi. Enfin, je veux dire, on fait tout pour nous désorganiser, si je puis dire, et créer un business, parce que de toute façon, le capitalisme n'a jamais assez de marché, et pour empêcher des gens comme vous, cher Patrick, de permettre aux gens de se sentir mieux, quoi. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, il faut vraiment développer l'intuition, l'éveil, parce que le narratif des médias, la pub, le fait de répéter 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois la même chose, effectivement, les gens, ils commencent à croire ça. Ouais. Mais je pense ils le croient même sans s'en rendre compte. Là, tiens, on a parlé de ça par rapport à la canicule. Tu répètes aux gens toutes les 5 minutes que tu as la canicule. Même s'il fait 25 degrés, tu les vois, ils commencent à transpirer et tout, parce que ça modifie leur perception. Même si eux-mêmes vont se dire, bah non, c'est peut-être pas le cas et tout, il y a un processus qui fait que tu es tellement persuadé que tu finis par croire et par vivre ce qui t'est présenté. Donc c'est pareil par rapport à un médicament ou quoi que ce soit. Si on te dit ça va guérir, c'est l'effet placebo ou nocebo, ceci dit. Justement, vos clients, quand ils viennent vous voir, est-ce qu'ils viennent aussi avec la communication de ce qu'ils ont entendu à la télé, de ce qu'ils ont, lu avec ça, donc ils ont suivi la doxa, ils ont suivi, mais ils sont rentrés petit à petit dans ce qu'on appelle une errance médicale. Et après, ils se retrouvent souvent... sans solution. Et par contre, il y a beaucoup de gens, il y a quand même une majorité de gens, essentiellement des femmes d'ailleurs, qui se méfient beaucoup plus, qui ont beaucoup plus d'intuition. D'accord. Ils disent non, ça je veux pas, je vais plutôt d'abord essayer les plantes, puis après on verra. Beaucoup plus de femmes en fait sont intuitives et vont aller plutôt vers
une santé liée au bien-être. Aujourd'hui, parmi les gens qui viennent vous voir, quel est le mot principal, si je puis dire? Le mal principal, plutôt. Moi, vraiment, je pense que c'est le stress induit par la projection sur le futur. C'est-à-dire, en fait, trop laisser aller le mental à avoir peur de certaines choses qui vont se passer dans le futur et qui ne vont jamais se passer, en fait, dans 97% des cas. Donc, on ne profite pas du présent. D'ailleurs, un des meilleurs remèdes sur la dépression, c'est quand même un bain glacé. Hein, c'est ce que je ne sais pas si vous connaissez Wim Hof, parce que je suis un Wim Hof, donc C'est quoi Wim Hof? Wim Hof, c'est une technique qui est de se baigner dans des lacs gelés, à 0,1 degré, et on reste 2 minutes, mais c'est vrai que ces 2 minutes-là, on est au présent, parce que le froid, on survit contre le froid. Alors, je fais des classes de 3 jours, 4 jours, où la nuit, sous la neige, on part à moitié à poil, on va se baigner dans la rivière, on revient, juste avec la respiration. Mais l'idée, c'est que à partir du moment où on se reconnecte à nos sens, parce qu'on a froid, on sort de la dépression. Donc, le bain glacé du matin, la douche froide, c'est très très bon pour la santé, mais c'est bon pas que pour la santé physique, c'est bon aussi pour la santé morale, parce que ça nous rebranche sur le présent. C'est déjà toutes ces choses, c'est pour faire gratuitement. Ça, c'est gratuit, d'aller se baigner dans une rivière, dans un lac, c'est gratuit. Oui, là, c'est gratos. L'acrobranche aussi, ça marche bien. L'acrobranche, faire des choses où aussi, en fait, on a 5 sens, donc il faut les utiliser. Même quand on prend une douche chaude, appréciez l'odeur quand vous prenez la douche. Prendre un produit qui sent bon. Un produit qui sent bon, parce que justement, on utilise nos sens, on est au présent. Peut-être que le stress aussi vient de l'incapacité à jouir de la vie, en fait. Oui, parce qu'on projette sur le futur les pires expériences du passé. C'est qu'une question de projection. Et on va mentaliser beaucoup de choses. Et si ça s'arrive, et on ne voit pas qu'il y a un truc magnifique qui se passe devant nous. Donc c'est ça qui fait qu'on n'est peut-être pas heureux, parce qu'on peut être heureux qu'au présent. Oui, mais qu'est-ce qu'être heureux aussi? Être heureux, au niveau, on va dire, au niveau scientifique, c'est vraiment avoir une variabilité cardiaque très faible, parce que c'est le cœur qui va donner le signal au cerveau d'être cool. Après, ça dépend de ce qu'on voit de la vie. En fait, on reçoit 14 millions d'informations par seconde, et du coup, c'est vrai qu'on a besoin d'un système qui va faire le tri, qui s'appelle le système d'activation du corps, qui est un genre de petit cerveau, qui va donner au cerveau les informations qui paraissent pertinentes. Ce système d'activation est quelque chose qu'on peut programmer à voir quelque chose de sympa, de beau, de rigolo, plutôt que de voir quelque chose d'horrible. Et puis aussi, il n'y a que dans le présent que tu peux agir. Oui. C'est-à-dire que si tu projettes dans le futur que tu feras ceci ou tu feras cela, mais en plus, je pense que sincèrement, on l'a vu dans la visualisation, si tu projettes, tu as déjà tes muscles qui se mettent en mouvement, donc déjà tu te fatigues pour rien, alors que dans le présent, dans ce qui est, déjà tu es avec ce qui est, donc tu as le pouvoir déjà d'agir, de profiter, et encore une fois, même d'avoir une émotion négative, dite négative, elle peut être source d'enseignement. Et on se pose la question de tous ces gens qui fuient dans leur smartphone, et qui en plus qui fuient dans quelque chose qui n'est même pas beau. Tu vois un film magnifique, effectivement, tu es dans un autre espace-temps, mais tu vois quelque chose qui te nourrit, ou un livre, ou une discussion passionnante. Alors que là, les gens se réfugient dans quelque chose qui en plus n'a pas de substance, n'a pas de... et ils perdent finalement cette capacité à être au présent, à supporter des émotions variables, multiples, et justement de toujours mentaliser en permanence. Le mental, c'est extraordinaire pour organiser. Mais ce n'est pas du tout ce qui te permet de vivre. Le mental, ça t'empêche, justement, c'est ça aussi qui fonctionne dans une attaque de panique, c'est que tu es dans une hyper-mentalisation. Et tu n'es plus créatif. Alors là, la création est finie. Et tu deviens aussi, là, tu perds d'autonomie, tu deviens soumis.
de la même façon? En fait, on est un écosystème. On a un moi supérieur, on a un moi mental, on a un moi physique, on a un moi émotionnel, on a un espace sensoriel bactérien, bon ça je vais pas en parler. Mais donc on est de cet écosystème. Mais quand le mental devient trop nutrient et qu'il va toujours... En fait, le but du mental, c'est toujours de donner une alerte. Attention, il va se passer ça ou il va se passer ça. Donc il va toujours projeter les pires expériences du passé dans le futur. Mais c'est là que c'est intéressant de se comprendre comme un écosystème et de parler de son moi supérieur et de dire au mental, bon, s'il te plaît, merci de l'alerte, mais ça va aller, quoi. Hein, parce que là, sinon, le corps qui n'est pas écouté, fait des maladies. Le corps physique, il va créer une maladie. C'est assez clair. C'est toujours lié à ces problèmes. Quand il y a un décalage entre ce qu'on est et ce qu'on pense, ou ce qu'on est au fond de nous, ça s'appelle des problèmes d'individuation, hein, par Jung, Carl Gustav Jung, que j'adore évidemment. Effectivement, ça crée des maladies. La maladie, une des sources de maladie, c'est vraiment quand on est obligé de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, qu'on n'aime pas et qu'au fond de nous, on aimerait faire autre chose. Ouais, qui crée une distorsion. Ce décalage, cette distorsion va créer la maladie. Alors vous êtes venu avec quelques produits. Alors juste sur ces problèmes de dénutrition, en fait, j'ai eu l'idée de créer des mélanges d'épices. Au lieu de prendre des minéraux qui manquent dans notre nourriture, ce que j'ai fait, c'est grâce à un grand chef qui s'appelle Gérard Vive, qui est très très connu. C'est peut-être le chef de cuisine le plus connu dans les mélanges d'épices en Europe. Bon, on a fait des mélanges d'épices. Mais dans ces mélanges d'épices, moi, j'ai pris des plantes sauvages pleines de minéraux. J'en ai extrait les minéraux et je les ai rajoutés là-dedans. Donc, non seulement vous avez le plaisir gustatif, parce que j'en avais un peu marre de prendre les pilules le matin pour ci, les pilules le matin pour ça. Donc, je me suis dit, on va essayer de renutrir la nourriture avec un plaisir gourmand, mais aussi près de 60 minéraux dont on a besoin quotidiennement, mais qui sont à l'intérieur. Donc, c'est des trucs assez techniques, mais surtout, il y a un plaisir gustatif qui est génial. Parce que, c'est assez embêtant de faire des compléments alimentaires quand même, parce que prendre la pilule, bon. Justement, ces compléments alimentaires des grands laboratoires, ils sont efficaces ou pas? Parce qu'il faut des compléments alimentaires, mais est-ce que c'est nécessaire ces compléments alimentaires? Parce qu'on nous en parle dans les publicités tout le temps. C'est sûr que quand il y a quelqu'un qui est en carence de fer, oui, c'est vrai que dans les labos, il y a des trucs qui vont remonter les niveaux de fer. Mais l'idée, c'est d'utiliser la nourriture et... Mais vaut mieux se nourrir, avoir du fer en se nourrissant, par exemple, je sais pas moi, des épinards, comme ça, plutôt que avoir du fer parce qu'on a pris pilule truc-muche. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Et puis d'avoir du plaisir. Parce que l'alimentation, c'est le plaisir. Et on parlait justement de ce truc qui est quantitatif et qui, justement, a servi plutôt l'industrie l'industrie agroalimentaire, qui sont le calcul des calories. Quand on réduit un produit à sa calorie pour justement te dire que tu peux manger tel gâteau, machin et tout, parce que ça va, il n'y a pas d'incidence sur ta ligne, c'est extrêmement mauvais. En plus, tu n'es plus dans le plaisir et le goût, et puis de dire, tiens, j'ai assez mangé, ou à l'inverse, j'ai encore faim et je prends du plaisir, mais tu es en train de calculer ce que tu manges, quoi. Voilà, et ça, j'étais ravie qu'on parle de ça, des calories, parce que je suis un peu en guerre par rapport à ça, qui ne sert que l'industrie agroalimentaire, en fait. De toute façon, la calorie, ça ne marche pas vraiment, parce que 200 calories de banane et 200 calories de burger, c'est pas la même chose. Ça ne va pas avoir le même effet sur le corps. Et puis le corps n'est pas un système thermodynamique comme on veut nous le faire entendre, parce qu'effectivement, il y a plus ce plaisir, mais il y a aussi... je ne sais pas moi, un sucre par exemple d'un fruit, il va créer très très peu d'insuline parce que si on le mange à la croque. Parce que dans le fruit, il y a plein de cofacteurs qui vont permettre la digestion en fait plus rapide de ce fruit.
C'est pas le cas quand on mange un sucre tout court. C'est pas du tout la même chose. Et si par exemple on fait un jus de fruits, enfin qu'on achète un jus de fruits industriel, ils vous mettent sans sucre ajouté, tout ça, ça aussi c'est pareil, c'est pas... vaut mieux faire le jus de fruits, le faire soi-même et le boire tout de suite. Oui, c'est ça. Il vaut mieux. En fait, tout ça, ça vient. Bon, je veux pas trop parler de physique, mais bon, je vais en parler un peu du coup. Parce que, astrophysicien. C'est que, en fait, l'eau H2O, ça n'existe pas vraiment. Les molécules d'H2O sont des dipôles et ils peuvent s'orienter et se mettre ensemble d'une certaine manière. Donc, on va avoir des eaux qui vont avoir des très petites, on va dire, ça s'appelle des eaux trimères, qui ont 3 molécules d'eau ensemble. Et typiquement, ça, c'est de l'eau métabolique qui va venir d'un jus de fruits pressé, mais là, maintenant, tout de suite. Et justement, ça va créer une tension de surface très basse qui va être très digeste et très désaltérante. Donc le fait d'avoir des 3 dipôles ensemble, une eau trimère, comme c'est une toute petite taille, ça va pénétrer beaucoup plus facilement dans la cellule. Une eau filtrée, ça va être une eau quaternaire avec 4 dipôles. Mais une eau typiquement toute pourrie de robinet, ça va être une eau pentamère qui va être très très compliquée à intégrer et à rentrer dans les cellules. C'est pour ça qu'il y a des eaux, on boit un verre, on est désaltéré, et puis il y a des eaux, on boit 1 litre, on a toujours soif. Donc typiquement, quand on fait un jus de fruits pressé comme ça, on a une eau trimère qui est fantastique et qui va désaltérer à un point incroyable. Oui, parce qu'il y a quelque chose dont on va parler, c'est du sucre. Et si même on fait des jus pressés et que on l'achète au commerce, même s'ils vous disent que c'est pressé, il y a quand même du sucre dedans. Il y a quand même, oui, mais le sucre, tout dépend. Alors, le sucre, c'est un fructose, généralement. Et le fructose, quand on prend un fruit à la croque ou qu'on fait le jus frais, il a tous les cofacteurs. Donc, on se bat souvent avec l'indice glycémique des produits. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est l'indice insulinique, c'est-à-dire l'insuline qui va être créée pour contrebalancer ce sucre. Et en fait, l'indice insulinique d'un fruit mangé à la croque, il est très très bas. Mais comment on peut savoir justement cet indice dans le commerce ? Non, c'est pas possible, ils ne le disent pas. Non. Par contre, sur Internet, on trouve tout. Ouais. Par exemple, le blé, c'est un indice insulinique gigantesque. Il faut mieux du riz. Parce que c'est vrai que le blé trafiqué d'aujourd'hui, il a près de 80% d'amidon. L'amidon, c'est un sucre. C'est le sucre du blé. Et avant, dans les blés anciens, on est plutôt à 36%. Là, on est aujourd'hui à 80% d'amidon dans le blé. Et donc, effectivement, ça a un index glycémique qui est peut-être équivalent à celui d'un fruit, mais au niveau de l'index insulinique, c'est incroyable. Ça nous fait un pic d'insuline. Et ça provoque quoi, les pics de glycémie ? Parce que, pour le coup, à cause de la nourriture industrielle, j'imagine qu'on a des pics comme ça. Et que ça aussi participe à ces maladies modernes. Ou le diabète aussi. Oui, le diabète, ouais. Parce qu'il y a sacrément diabétique pour le coup. Alors juste, aujourd'hui aux États-Unis, on parle de diabète et d'obésité. Mais même on parle d'obésité. Il y a le diabète 2, où on ampute des enfants. Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai que j'ai beaucoup de clients qui ont ce type de problème, un diabète de type 2. C'est vrai qu'il y a des solutions aujourd'hui qui sont proposées par des médecins aux États-Unis et qui sont très efficaces et qui utilisent le jeûne, intermittent, qui utilisent des régimes cétogènes. Ça marche vraiment très très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un pic d'insuline, à force d'avoir des pics d'insuline sur pics d'insuline sur pics d'insuline, on commence à avoir un pancréas qui dit non mais là j'en peux plus là j'arrive plus, et on va en fait augmenter ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. C'est-à-dire que les cellules, elles vont être tellement gavées de sucre, parce que l'insuline ça sert à ça, c'est qu'on va avoir, quand on a trop de sucre dans le sang, comme le sucre est un neurotoxique, il faut juste qu'il y ait le bon seuil de sucre, l'insuline va cacher ce sucre dans les cellules. Mais à un moment,
les cellules, elles sont gavées de sucre et elles disent ah non mais j'en veux plus là j'en peux plus là. Et là on commence à développer la résistance à l'insuline. Le sucre, ça c'est le poison du 21e siècle. Ben oui, et puis c'est surtout qu'il y a cette idée du sucre gâterie, hein, donc on va bien pour compenser s'en donner, mais sauf qu'en réalité, rien ne vaut un fruit succulent. Encore faut-il le trouver, oui. Et puis encore faut-il pouvoir se l'offrir. Hein, non mais c'est une réalité. Pour le coup, c'est une réalité. Aujourd'hui, les gens n'ont pas beaucoup d'argent et attendez. 1 kilo de cerises à Paris et banlieue, c'est entre 9 et 20 euros. Ouais. 2 kilos. Non, mais je ne sais pas si on se rend compte. De cerises. Qui peut se permettre? Imaginez 130 francs le kilo de cerises. Où sommes-nous? Il y a une confusion, je pense qu'ils confondent l'euro et le franc. Quoi. Ils pensent qu'ils mettent des prix en francs, mais en fait, il y a un truc, il y a une astuce. C'est 6 ou 7 euros, les nectarines, les pêches. Mais tu achètes juste une mandarine maintenant, tu l'achètes plus. Donc c'est quand même pas rien. Alors, moi j'ai passé beaucoup de temps au Japon, et au Japon, c'est vrai que les cerises fraîches viennent dans des boîtes, comme les boîtes Mon Chéri. Avec, d'accord. Et il n'y en a que 12, hein, et ça coûte, je ne sais plus... Oui, mais au Japon, il n'y a rien qui pousse aussi. Non, ça pourrait pousser, mais ce qu'il y a, c'est que tout est tellement très cher là-bas qu'effectivement, à la fin, il vaut mieux manger du riz, hein, là-bas. Ouais. Complet. Oui, mais les cerises, les nectarines, les pêches, voilà, c'était des fruits de saison, là, d'été. Ça pousse ici en France, je veux dire... 20 euros le kilo, enfin... Avant, c'est vrai que le prix sur le labeur et les taxes sur le labeur étaient beaucoup moins importants. Quand on avait une ferme, il y avait toute la famille qui travaillait, voilà, il n'y avait pas les taxes qu'il y a aujourd'hui sur les agriculteurs. C'est incroyable, les taxes, ce que les agriculteurs doivent payer aujourd'hui. Les taxes et les normes. Et être aux normes, J'ai, à côté du bureau, il y a quelqu'un qui a 2000 arbres fruités, qui a un verger de 2000 arbres, essentiellement des abricotiers, avec différents types de races, donc ils ne mûrissent pas au même moment. C'est vrai que c'est incroyable le travail qu'il faut faire pour les cueillir, les ci, les là. Enfin, et puis, il y a la moitié des fruits, ils ne font pas la taille standard. Le calibre standard, oui. Ouais, donc il est obligé de les mettre à la baille, parce que, voilà. Moi, je vais vous dire, quand je vois les messages du gouvernement dans les publicités, manger 5 fruits et légumes... En plus, c'est du pipeau. Mais si manger 5 fruits et légumes, ça signifie dépenser un SMIC par mois... c'est quand même pas rien, quoi. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, puis alors 5 fruits et légumes, non mais en plus... Alors là, j'avais cherché... c'est pipeau, pourquoi c'est pipeau? J'avais cherché sur Internet, alors je sais plus si c'était Que Choisir, ou même qui effectivement dénonçait le slogan qui n'avait aucun sens, parce que ça veut dire quoi, 5 fruits et légumes? Alors si tu prends une pomme, un abricot, est-ce que déjà ça fait 2? Il faut combien d'abricots pour que ça fasse 1? Enfin, bon, bref. Et puis après, il y a les gens qui disent, mais les pommes de terre, alors ça marche ou ça marche pas? Alors justement, par rapport à l'index glycémique, je sais, mais au niveau de l'insuline, je ne sais pas. Mais en tout cas, la pomme de terre en robe de chambre, c'est très bon, mais la pomme de terre, par ailleurs, c'est pas bon du tout. Hein, ceci dit, en purée. Voilà, en purée, ça irait encore. Enfin, ça dépend ce que tu mets dans ta purée, mais en frites, bon. Mais en même temps, de temps en temps, se faire... oui, je pense qu'il faut du plaisir. Des petites frites allumettes. Bon. Oui, mais enfin, nos grands-parents, ils mangeaient pas de frites ou des pizzas pour se faire plaisir. Ah, ils n'allaient pas au McDo, mais moi, je connaissais pas le McDo. Mais moi, quand j'étais môme, j'allais jamais au restaurant. C'est même pas par manque de moyens, mais c'est pas... aller au restaurant, c'était pas spécialement culturel, quoi. Ouais. Et là, aujourd'hui, on dirait que aller au restaurant, c'est devenu la norme, non? Mais de quel restaurant tu parles? Des restaurants, je sais pas moi, des brasseries, enfin, des restaurants, quoi. Tu vois, non? Ouais, moi c'est plus le McDo qui n'existait pas. Non mais et McDo aussi les deux. Même le restaurant. J'aime bien les restaurants, j'aime bien les brasseries. Non, moi je sais pas, c'était pas. Moi j'allais pas au restaurant avec mes parents, ni même mes parents d'ailleurs. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'aller au restaurant, c'est devenu une forme de norme. Oui, c'est vrai. Alors, nous, on n'allait pas du tout au resto. Ah, voilà. Et mes grands-parents, ils avaient le poulailler, ils avaient tout ce qu'il fallait. Et ça coûtait trop cher d'avoir
des poules, des œufs, des lapins. Donc on avait ça chez nous. Alors moi, il y avait ça aussi chez ma grand-mère. Donc pendant la guerre, ils étaient ravis d'ailleurs, enfin ravis, d'avoir effectivement un poulailler et tout. Alors maintenant, tu as vu, tu as des règles sur les poulaillers. Ah oui, il faut payer une taxe. Ah oui, dès qu'on est autonome au niveau de nourriture, voilà. là, on ne peut plus. Là. Alors je ne sais plus quelle dimension il y a, enfin bon, exactement. Oui. Ah bah tiens, j'ai une question de Maxime là, qui nous dit: est-il possible que vos invités nous donnent un exemple sur vivre le présent sans penser au futur? Tiens. Se connecter à ses sens. Moi, profiter. quand j'écris, quand je suis dans D'accord. l'écriture, je suis dans ce qu'on appelle le flux et je suis absolument pris dans cette activité. Mais là, en ce moment, ce que l'on fait, on est dans le présent, parce qu'on ne pourrait pas parler, être dans un échange, être aussi fluide que ça, si on n'était pas dans le présent. On serait déjà en train de penser, oh là là, mais si je dis ça, qu'est-ce qu'il va penser, etc. Puis alors ça y est, on a perdu le fil. Voilà, ça c'est du présent. Et c'est une autre qualité d'échange, on est dans le corps est là, on est en pleine attention en fait. Bon, très bien. Et vivre, donc, comment on vit le présent? On honore le présent de notre présence, quelque part. Ah oui. Parce que c'est vrai c'est beau ça. C'est moi qui l'ai écrit, attention. D'accord. Le copyright, attention. Oui, c'est ça. C'est que moi, c'est aussi ça, parce que c'est vrai que j'écris beaucoup, mais j'aime bien être dans mes sens. Donc faire sentir des choses, parce que c'est vrai que j'ai un nez. Bon. Donc c'est vrai que je fais des mélanges d'épices, j'aime bien manger, j'aime bien goûter, j'ai vraiment une usine chimique dans la langue. Donc j'adore sentir les goûts, sentir les différents les papilles là on est dans le présent. Ouais. Et c'est vrai que toutes les excuses pour se mettre au présent sont bonnes. Donc moi j'utilise beaucoup le froid quand même. Ouais. Le froid. Le froid, j'adore le froid. C'est-à-dire que le chaud ne me gêne pas. Hein. J'ai passé du temps au Brésil, en Amazonie, tout ça. Mais c'est vrai que se mettre dans le froid, bam. Donc ça veut dire que quand BFM LCI vous disent oui, faites des douches froides contre Poutine, vous dites oui, je fais ça contre Poutine. Ah non, mais il y a Van der Leyen qui nous dit prenez des douches froides et disent c'est pour l'Ukraine. Ben voilà, tiens, il le fait. Il fait ça pour l'Ukraine. Voilà. Mais moi, je regarde mon chat aussi. Et justement, quand tu parles d'olfactif, de se reconnecter à ce sens qui est proprement animal, dans cette noblesse animale, c'est très très important. D'ailleurs, le nez et le gustatif sont liés. Hein. Oui. Donc là, effectivement, d'ailleurs, on peut avoir des réactions sur des odeurs, sur du parfum, par exemple, qui nous rappelle quelqu'un. On n'a aucun contrôle sur l'olfactif. Et c'est ça. Peut-être ce besoin de mentaliser, c'est de croire et de vouloir avoir le contrôle, parce que justement, plus on est anxieux, plus on veut le contrôle, plus on mentalise, et plus, effectivement, du coup, on est anxieux. C'est un cercle vicieux, quoi. Donc, pour casser ça, faisons. C'est pour ça que le sport, c'est aussi c'est vachement intéressant. Faire du sport et se mettre dans le rouge et soulever des charges ou courir, c'est vrai que c'est quelque chose qui va être un exutoire incroyable. Quel type de sport? Est-ce que c'est du cardio, de la musculation? Bon, peu importe. Parce que là aussi, la musculation, si vous voulez être musclé, il faut prendre des protéines, des poudres de machin là qui vous vendent. Voilà, non, pas forcément de stéroïdes, mais. Bah non, regardez. Vous faites des musculations? Moi, j'aime bien faire des poids, j'aime bien utiliser. Bon, après, c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on doit absolument garder une masse musculaire importante, voire très importante. Mais c'est l'état d'esprit aussi qui est important. Parce que moi, moi je cours le matin, mais je cours, j'ai pas d'objectif. Je cours en courant. Bon, en plus, j'ai tu cours entre Port d'Italie et la place de Bercy, là? Non, je cours au parc Montsouris. Ah, le beau parc Montsouris. D'accord. Mais tu as des gens, courir, tout de suite, il faut une montre pour calculer tout. Là, ça y est, on n'y est plus là, dans le présent. Hein. Oui, alors si j'ai fait tant de pas, tant de machin. Non, on n'y est plus. On n'y est plus. Donc, c'est aussi l'état d'esprit d'un lâcher et d'être dans ce qu'on fait. Donc, c'est vrai que le sport, ce sport-là, cette façon de le faire, oui. Oui. Et donc, en fait, les muscles et les muscles squelettiques,
c'est pas pour rien qu'on les appelle les muscles squelettiques, c'est-à-dire les biceps, quadriceps, etc. C'est parce que ça a un impact sur la santé des os. Si vous voulez des bons os qui restent bien solides toute votre vie, mais là, il faut travailler dans la résistance. Hein. Enfin, la résistance musculaire, je veux dire. Hein C'est pas bon pour les tendons, peut-être ? Ça dépend de la force des tendons. Parce que c'est vrai que si on travaille dans la phase adaptative, c'est possible. Parce qu'on a une mode chez les jeunes, liée aussi à Instagram, etc., avec les Thibaut InShape et compagnie, et d'autres qui veulent, pour plaire aux filles, faire de la muscu un peu à outrance. Est-ce que ça, c'est bon ? Et il faut Ok. On va dire que tout dépend de la capacité de charge maximum qu'on peut porter et de s'entraîner à ne pas perdre son muscle. Le truc, c'est qu'il ne faut pas perdre son muscle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on vieillit, plus on le perd vite. Par contre, même si on vieillit, on peut toujours en gagner du muscle. Il y a une étude japonaise qui était fantastique là-dessus, d'ailleurs, qui est très rigolote, qui montre que, en fait, on demandait à des pépés japonais, on leur disait, mais tous les premiers du mois, on va mesurer votre perte musculaire. Mais ils le disaient exprès. Hein, on va voir combien vous avez perdu en muscle. Mais les Japs, ils sont tellement fiers d'eux que tous les pépés qui étaient dans l'étude, tout le mois, ils travaillent à fond. Et à la fin de l'étude, ils ont gagné en masse musculaire. Alors qu'il y avait, je crois, 86 ans de moyenne d'âge. Donc on peut créer du muscle tout le temps. Mais il faut comprendre qu'il ne faut pas perdre ses muscles. La sarcopénie, c'est-à-dire la perte musculaire, c'est vraiment un très très gros problème de santé. Mais là aussi, il n'y a pas besoin de faire des heures et des heures d'entraînement. Mais là aussi, on a tout fait pour que les gens perdent ça. Ouais. Comment ? En les sédentarisant, avec les Netflix, la télé à outrance, les séries, etc. Les confinements, bien entendu, qui fait que ça a donné des plis à beaucoup de monde. Et je remarque autour de moi, le télétravail, merci la technique, qui me l'a mis. Et donc, du coup, moi, je remarque que, justement, les gens sont devenus de plus en plus sédentaires. Bah oui, et puis quand tu es habitué à ne rien faire, mais c'est marrant parce que tu parles des muscles, mais on pourrait parler des neurones aussi, puisqu'en réalité, on croyait que les neurones, on en perdait, en réalité, on peut aussi en gagner. Alors, c'est les synapses, on est d'accord, mais plus tu travailles avec ton cerveau, non pas en mentalisant, mais en créant, en faisant de la musique, voilà. De la même façon, en réalité, on ne perd pas de neurones, on peut en gagner tout le long de sa vie. Alors qu'on pensait qu'on commençait à en perdre quasiment dès la naissance, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai travaillé avec les compagnons du devoir. Est-ce que vous savez ce que c'est les compagnons du devoir? Oui, qui créent une œuvre. Oui. Font le tour à créer une œuvre. Ils forment quand même près de 10 000, ils ont 10 000 personnes à former chaque année, quoi. C'est énorme. Mais ils ont de plus en plus de gens qui rentrent dans les compagnons, mais de plus en plus de gens qui échouent. Alors que, je veux dire, c'est quelque chose, l'artisanat, c'est quelque chose qui marche aujourd'hui. Et on s'est posé la question, et j'ai fait sur Nutri Radio une émission intéressante sur justement les communautés et le besoin de vivre et d'avoir ce lien social. Et les compagnons ont vu cette émission sur Nutri Radio et ils m'ont demandé en fait d'animer les assises des compagnons. Et effectivement, ils me disaient que les minots, ils arrivent en cours. Quand on arrive chez les compagnons, on rentre dans une communauté. Donc, on va faire son job la journée. Après, on rentre dans la communauté. Il faut faire la cuisine. Il faut faire le ménage ensemble. Il faut manger ensemble. Et après, il faut aller dans l'atelier pendant au moins 2 heures après le repas. Mais les enfants aujourd'hui, ils n'ont plus envie de faire ça. Ils vont faire leur boulot. Ils veulent rentrer dans leur chambre, manger un burger et regarder Netflix. C'est ça le problème. C'est pour ça que c'est comme ils n'avaient pas besoin, ou on leur a vendu qu'ils n'avaient pas besoin de lien social. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'échecs en fait, chez les compagnons. Et puis, quand ils deviennent adultes, ils draguent des filles ou des garçons sur Tinder. Ils font que des choses qui, n'ont pas le lien social. Voilà. Ouais. Et qui n'ont pas d'interaction avec les gens. Ouais. C'est hallucinant quand même.
Non, je sais pas ce que tu en penses. Ah bah oui, pas d'interaction, puis surtout pas prendre de risques. Il faut que tu fasses une action et hop, tu obtiens tout de suite un résultat. Il n'y a pas cette idée, tiens, je fais une action, peut-être ça va pas marcher, il va falloir que je réajuste. Ben non, il y a ce besoin tout de suite d'obtenir dès que tu demandes quelque chose. Ben oui, mais ça marche pas comme ça. Et de fait, s'ils l'obtiennent pas, du coup, il y a peut-être ce côté, je suis nul alors, puisque un tel, dès qu'il fait quelque chose, il obtient quelque chose. Alors qu'en réalité, ne pas obtenir à un moment donné, c'est l'occasion de recommencer, de retester quelque chose. Mais alors du coup, ne serait-ce qu'au niveau du physique et de la santé, quel type de nouvelle génération nous aurons dans 50 ans ? 50 ans déjà. Non mais c'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui, qui sont nés en 2000, quel vieux, personnes âgées, je sais pas, on pourrait dire, ils seront dans 50 ans ? Ouais, je ne sais pas, parce que moi, je vois de plus en plus de jeunes qui décident de partir à la campagne, de s'installer dehors. C'est vrai qu'il y en a peu, peut-être, en comparaison, mais il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus qui ont des projets communautaires. Bon, ça fait un peu baba-cool, mais c'est vrai qu'au niveau du lien social, c'est vraiment intéressant. Je travaille avec une communauté qui s'appelle Tamera, au Portugal, où il y a 250 personnes qui vivent en autonomie totale depuis les années 80, on va dire. Eh bien, ces gens, ils ont une philosophie de vie et ils ont aussi un centre d'études des liens sociaux. Et ils partagent leur savoir, comment vivre en communauté. Bon, c'est 250 personnes, mais il n'empêche que c'est vachement intéressant. C'est plein de savoir, notamment les interactions entre les gens, les problèmes qu'il peut y avoir, surtout avec les couples ou pas les couples. Enfin bon, bref, il y a énormément de choses qui sont étudiées. Et ça, ça reste comme des individus. Après, j'imagine que la masse de la population, elle sera dans ce que demande le système. Ce qu'exige le système, en gros. Ouais, parce que, voilà, faut dire les choses. Il faut dire les choses que c'est pas la majorité des jeunes qui vont aller là, qui vont vouloir, je sais pas moi, être artisans, qui vont vouloir faire quelque chose de leurs mains. J'imagine que la plupart resteront devant un écran, à regarder une série Netflix, à manger un burger. Et on le voit, hein, les McDo, les Burger King, etc., ils ne ferment pas, ils ouvrent. Hein. Ouais. Donc ceux-là, est-ce qu'ils sont perdus ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec eux ? On peut souhaiter soit qu'il leur arrive quelque chose qui va casser dans cette routine, hein, puisque j'ai vu épouvantablement le mot routine qui est placé, c'est routine beauté, mais que j'arrive même pas à comprendre comment ça puisse être au niveau marketing intéressant. Comment tu peux souhaiter une routine beauté, routine alimentaire, bon, bref. Donc quelque chose qui casse leur routine, on ne sait pas, un accident de la vie, un choc, perdre un parent et tout, ou tomber amoureux, on peut trouver ça. Peut-être qui va casser ce ronron là dans lequel ils sont. De toute façon, moi je suis pour l'individu, donc je pense que comme on ne peut pas être individu tout seul, fondamentalement quand on est vraiment individu et qu'on attire d'autres individus, c'est là où il y a une véritable interaction, parce qu'il y a se fâcher ou avoir des difficultés de relation avec l'autre, mais aussi d'avoir des difficultés de relation avec soi-même. Donc quand on commence à comprendre les relations qu'on a avec soi-même, c'est quand même plus facile d'avoir des relations. Tiens, il y a quelqu'un qui nous demande bonsoir à tous, c'est où ça ? Et du Portugal, on nous écrit du Portugal. Ah. Donc c'est où ça au Portugal ? C'est dans le sud du Portugal. Où ça exactement ? De quelle grande ville C'est à une centaine de kilomètres de Faro. De Faro ? Oui. Donc voilà, Patricia. Donc c'est où ? C'est pas loin de l'aéroport, donc du coup, Faro. Non, mais oui, il y a et la région s'appelle... Non, Algarve. Algarve ? Ouais. Bon, voilà. Merci. Tu suis, toi, derrière, hein, c'est bravo. Ouais, ça suit. Et l'eau est froide, hein, d'ailleurs, là-bas. Oui, l'eau est froide. Ça aide. Il faudrait pas peut-être qu'il y ait des cours. L'éducation nationale pourrait s'emparer de tous ces sujets, quand même. Hein. Mais plutôt que d'apprendre les non-binaires. Alors là, il faudra qu'on en discute, parce que justement... Ah oui, toi, t'es non-binaire, j'avais oublié. J'avais oublié que t'étais non-binaire. Non-binaire, le binaire, ça veut dire la catégorie qui suppose une personne prédéterminée. T'as compris ce que je voulais dire. Je sais, mais je pense que je vais réussir à te débinariser, peut-être. Dans tous les cas, l'éducation nationale devrait s'emparer de ces sujets. Ce serait intéressant.
Alors, il y a eu énormément d'études, il y a énormément de gens qui étudient de manière différente en stimulant en fait la créativité. Je pense que le fait de ne pas pouvoir exprimer sa créativité, c'est une source d'individuation et de désalignement avec soi-même. D'atrophie, quoi. D'atrophie, oui, c'est ça, parce que quelque part, moi j'ai été élevé dans la philosophie du Teilhard de Chardin, je ne sais pas si... parce que et du coup, lié à l'expansion. Et je me suis dit qu'en fait, pour participer à l'expansion de l'univers et pour jouer notre rôle, il faut créer. Il faut créer, il ne faut pas être suiveur, il ne faut pas regarder sur Netflix et passer des heures. Enfin, ça ne veut pas dire que c'est mauvais ce qui se passe sur Netflix. Ça dépend de la sélection qu'on fait. Mais oui, on a une sélection. Mais il faut plus que jamais être acteur. Acteur dans notre vie et créateur. Et là, par rapport à l'éducation nationale, déjà, moi, j'aimerais bien qu'au lieu que ça soit de l'éducation nationale, déjà que ça soit de l'instruction, c'est-à-dire que revenir sur un travail d'apporter des savoirs et de permettre aux enfants le libre arbitre, justement, avec tous ces savoirs qui leur sont donnés, qu'ils vont aussi récolter ailleurs que l'école. Et là où ça devient un petit peu inquiétant parfois dans cette notion d'éducation, comme on l'a vu sur l'éducation sexuelle, mais alors là, si c'était l'éducation à être heureux, parce qu'il faut aussi de l'éducation émotionnelle, c'est éduquer par rapport à quoi? Et j'estime que l'école, c'est pas sa place. On revient sur la notion même de privé. L'école, c'est déjà quelque chose, c'est déjà une vie publique. En tout cas, merci à vous deux. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, cher Patrick? En fait, au niveau des produits, c'est vrai qu'on a... Dites-nous. Qui s'appelle zlabo.fr. Donc vous allez trouver du Z-Trauma, du magnésium, peut-être le meilleur booster du marché qui s'appelle le Z-Power. Je vais vous le prendre, tiens. Donc ça, c'est pour vous. Ah, merci. Voilà, moi, j'ai un petit avantage de mon métier. Il peut tester. Voilà. Il peut tester. C'est vrai qu'on est dans beaucoup de magasins. Sur les épices, c'est sur mesépices.fr. D'accord. Très très facile. Il y a des livres de recettes, etc. Qui nous permettent, parce qu'on a pas mal d'influenceurs qui travaillent sur les recettes. Ah ouais? Oui, Quel influenceur, tiens? C'est type, je sais pas, Jenny Martin par exemple, qui fait pas mal de choses avec le vitaliseur de Marion Caplan. Et du coup, c'est vrai qu'elle intègre ça facilement. Mais on a des restaurants qui ont été étonnants. Par exemple, il y a un restaurant qui s'appelle Le Brin Sauvage qui a une toque pour un produit spécial, une toque du Goemio, et qui l'a remise en jeu en utilisant la sauvage, qui est une épice vraiment faite d'herbes fraîches. Donc, il y a pas mal de choses tout peut se trouver sur Internet. Et puis Nutri Radio, le podcast, faut pas l'oublier. C'est vrai, c'est vrai. Donc, j'ai une chronique hebdomadaire sur Nutri Radio qui s'appelle Super Pouvoir. Parce que chaque fois qu'il y a un problème, en fait, le fait de trouver une solution pour ce problème, derrière, il y a un pouvoir. C'est-à-dire, un pouvoir, c'est quelque chose on reprend son pouvoir. Quand on est moins influencé par l'extérieur, effectivement, on a plus de pouvoir. On a une réussite. Où est-ce qu'on retrouve Nutri Radio? C'est quoi? C'est la bande FM? C'est quoi? Donc, c'est nutriradio.fr, c'est une radio internet. D'accord. Il y a une appli aussi sur Apple Radio. Mais on peut trouver tous les podcasts aussi sur Spotify. Sur Deezer, sur Apple Radio. En mettant Patrick Martini? Super Pouvoir. Super Pouvoir. Et donc, il y a 122 émissions. Alors, aussi bien, ça peut être sur la procrastination ou que faire pour l'hypersensibilité. Donc, il y a des solutions pratiques. Mais ça peut être aussi sur des sujets que j'aime bien, comme le choix des lignes temporelles dans le multivers. Voilà. Mais qui sont des trucs très faciles. Je mets tout à la portée de n'importe qui. Il n'y a pas besoin de connaissances scientifiques pour suivre mes podcasts. Très bien, merci beaucoup, cher Patrick. Et toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Nexus, évidemment. On peut me retrouver déjà, mais là, donc le 5, le 13 à Arras par rapport à l'escrologie. Oui, c'est vrai que tu vas être chez Florian Philippot à Arras. Voilà, donc les assises du souverainisme. Tu vas parler de l'escrologie, c'est ça? De l'escrologie, voilà. Donc ça va être sous forme de table ronde. D'accord. Avec qui? Écoute, je crois qu'il y a Aîné Bussac et puis une autre personne
personne. Mais Bon, là, d'accord. j'attends l'appel pour organiser Ok. tout ça au niveau pour faire passer les messages et que chacun aussi passe son travail là-dessus. Donc le 5, ça on a dit, donc la soirée Nexus. Et puis effectivement, normalement, c'est à peu près tous les derniers vendredis où je fais ma chronique par rapport à la politique française, enfin celle qu'elle n'est pas en fait et celle qu'elle est. D'accord. Donc récemment, là, on va avoir le suspense de parler de M. Bayrou, ce qui va se passer, dont je vais parler bientôt. Merci à toi. Merci vraiment pour cette émission très sympa. Vous étiez comme toujours énormément de monde. N'oubliez pas adhérer au club Géopolitique Profonde. Vous cliquez sur le lien ci-dessous, 7 jours d'essai gratuit. Abonnez-vous à la chaîne. On a déjà passé le cap des 366 000 abonnés. Soyons 367 000 d'ici demain. J'espère 400 000 avant la fin de l'année. Comme ça, nous organiserons la grande soirée des 400 000 abonnés. Et puis, n'oubliez pas, il ne faut pas avoir peur. La boutique est ouverte. géopolitiqueprofonde.com. Allez, salut, ciao.